Mais il y a eu un moment où je me suis dit, plus jamais je laisse cette épreuve m'impacter autant. C'est plutôt ça qui s'est passé. Parce qu'en fait, j'aimerais bien que ça existe, le petit claquement de doigts où on peut se promettre qu'il n'y aura plus jamais un problème, mais ça n'existe pas. En réalité, il y aura toujours une épreuve, un décès, malheureusement une rupture amicale, une rupture amoureuse. On ne peut pas se promettre à partir d'un certain âge que la vie sera toute rose, toute belle. Ça n'existe pas. Merci d'être avec nous et bienvenue. Voici une nouvelle rencontre sur ABC Talk et je suis ravi de l'accueillir parce que la dernière fois qu'elle s'était installée sur ses canapés, elle nous exprimait le souhait d'écrire un livre qu'elle était d'ailleurs, je crois, en écriture. Hein. C'était déjà en phase d'écriture. Ben, il est là. Il est là, le petit bébé d'Alice. Alice, cat designer. Salut Alice. Je suis là. Oh c'est bien ça. Quand la première fois qu'on a fait l'émission sur ton parcours, ta vie, ton œuvre, t'étais en écriture. Oui. C'était en projet. C'était en projet, c'était même pas en écriture. C'était en projet, ouais. Et quand on sait qu'on a fait l'émission il n'y a pas très très longtemps, ça veut dire que tu mets peu de temps à écrire. C'est ça, moins d'1 an à l'écrire. Bravo, il est là, ça s'appelle Solide, et vous allez voir que c'est un acronyme, Solide, parce que ça veut bien dire, il y a une abréviation, en tout cas à chaque lettre, on va déterminer tout ça. Et puis il y a cette phrase d'accroche que vous allez lire sur la couverture, transformer vos épreuves en cadeaux. Parce que Alice, sous ses airs, souriante, pimpante, solaire, etc. Et il y a un petit cœur qui bat, et parfois ce petit cœur a été assez malmené. Abîmé, c'est vrai. C'est ça. Et aujourd'hui, tu t'en es bien sorti. C'est ce que tu avais envie d'expliquer dans ton livre? Oui, puis j'avais envie de changer la honte de quand. Parce que quand il nous arrive des épreuves, des arnaques, des troubles, des addictions, la honte est toujours de notre côté. Alors qu'en fait, ça devrait être l'inverse. Voilà. C'est un symptôme souvent de quelque chose qui est la conséquence soit du comportement de l'autre, soit d'une situation qu'on ne maîtrise pas. Ouais. Et on est souvent honteux face à ces épreuves, alors que c'est faux, on devrait en être fier. Toi, tu as eu honte? Ah ben toujours. J'ai eu honte d'avoir des troubles du comportement alimentaire, j'ai eu honte de m'être fait avoir et d'être tombée dans une relation d'emprise. J'ai eu honte de m'être fait avoir dans le travail et d'avoir perdu de l'argent. J'ai eu honte, en fait, à chaque fois. Et mon objectif, maintenant, c'est que les gens honorent ces épreuves et soient fiers de ces épreuves et soient capables même de les regarder avec un prisme de recul en se disant « Ok, c'était cette leçon-là que je devais apprendre à ce moment-là. Et ça y est, j'ai réussi à passer outre. Et ça y est, aujourd'hui, je suis capable de ne plus retomber dans ce piège-là. » Et parfois, c'est un processus qui prend du temps parce que, typiquement, je fais le parallèle avec la relation d'emprise ou la relation toxique. En général, il est rare que du premier coup, on tire la première leçon de cette relation d'emprise. Souvent, on va re-rentrer dans le schéma. C'est ce qui m'est arrivé. Ouais. Alors moi, j'ai eu la relation d'emprise amoureuse. J'en ai eu une. Sauf qu'après, je me disais, ah, ça y est, j'ai compris la leçon, c'est bon, tout est parfait, tout ça. Et en fait, j'ai eu à nouveau des relations d'emprise, mais dans le travail ou en amitié. Et j'avais pas résolu le problème, qui est en fait un problème interne sur qu'est-ce que je suis capable d'accepter ou non, qu'est-ce que je suis capable comment dire, d'éteindre ou de mettre de côté à mon sujet, pourquoi je laisse entrer cette personne-là ou cette difficulté-là, pourquoi j'accepte et pourquoi j'attire. Pourquoi j'attire ça? Exactement. Ça, c'est les schémas répétitifs de la vie, comme ça, où on attire en permanence. C'est un petit peu, il y avait un psychanalyste extraordinaire qui disait, et qui s'appelle Clavier, et il disait tout le temps, c'est le syndrome de la princesse, c'est-à-dire qu'elle croit tout le temps, s'imaginer, elle pense au prince charmant en permanence, et puis elle attire le même type d'homme. Et ça, c'est récurrent. Et ça, c'était ton cas aussi. Oui, alors pas avec les hommes. Les hommes, il y en a eu un, pas deux. Ouais. Un manipulateur, pas deux. Par contre, mais il était corsé, celui-là. Ouais, j'ai fait vraiment high level, oui, je crois. Je crois qu'il est bien expliqué dans le livre, hein, vous lirez ça. Ouais, franchement, celui-là, pas mal, ouais. Et surtout quand ça se passe en plus à l'étranger. À l'étranger, loin de mes parents. Je suis jeune, j'ai 17 ans quand je le rencontre. Ouais. Donc, autant te dire que côté armes, j'en ai pas beaucoup, quoi, pour me protéger. Ouais. Alors, le parcours, évidemment, d'Alice, parce que vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle vient se plaindre, celle-là? On va y avoir droit, hein. Regarde, elle est bien, elle est jolie, elle est installée, c'est une chef d'entreprise. Elle fait du chiffre d'affaires, elle est omniprésente sur les réseaux sociaux, elle a plein d'amis, il y a des tas de gens qui, évidemment, la considèrent comme une référence, elle dit qu'elle est atypique, boulimique de projet, qu'elle est avide de liberté,
Donc, tu vas avoir cette réflexion-là. Oui. Qu'est-ce que tu viens faire, ta petite pleureuse, là, pour expliquer que tu as été malheureuse dans ta vie? À quoi ça sert de le dire? Alors déjà, en fait, le livre me positionne pas trop en victime. C'est plutôt une analyse factuelle de ce qui s'est passé. Mais tu parles de l'état victimaire. Oui, oui, bien sûr. Donc tu De toute dis façon, qu'il faut arrêter d'être dans cet état victimaire bien permanent. sûr, mais alors, en plus, c'est facile à dire, mais c'est difficile à faire dans Ouais. la vraie vie. Ouais. Mais plus, en fait, si tu veux, je puise dans mon récit qui n'est pas un récit plus grave que Monsieur et Madame Tout-le-Monde. C'est des choses qu'on rencontre, hein, que ce soit le deuil, que ce soit la rupture amoureuse, que ce soit la perte d'argent, que ce soit les arnaques en tout genre. C'est quelque chose de commun. Toutes ces choses sont communes à nos récits. L'idée, c'est que je puisse donc dans ces récits qui me sont arrivés pour qu'on aille chercher et analyser comment on peut faire des parallèles dans le récit des autres via des petits exercices, des petits outils. Et en plus, je fais intervenir des experts qui, eux, pour le coup, sont chacun experts dans le secteur d'activité visé, quoi. Par exemple, l'entrepreneuriat pour certains, la relation de couple pour d'autres, des psychothérapeutes pour d'autres. Et derrière, en plus de ces témoignages d'experts qui nous aident à trouver les clés en nous, j'invite les personnes à faire des défis sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que le but, c'est qu'ils se fassent une promesse, ils acceptent de jouer le jeu du défi pour acter, on va dire, une bonne fois pour toutes de « OK, je vais régler ce problème ». Alors, ils vont peut-être pas le régler en lisant mon livre, c'est plus compliqué que ça. On règle pas un problème en lisant juste un livre, ce serait formidable. Il y aurait moins de personnes chez les thérapeutes. Mais l'idée, c'est plus de se faire des petites promesses et on ouvre la porte d'une première intention de guérison. Oui, parce que j'ai remarqué dans ton livre, à chaque fois que tu racontes une étape de ta vie, tu poses une question, tu interpelles le lecteur. C'est ça. En lui demandant, est-ce que vous, il vous arrive de ceci? Est-ce que vous êtes dans cette même situation? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous retrouver confronté à tel ou tel? Ça, c'était important aussi. C'est l'objectif, ouais. Et tu as d'ailleurs la même technique sur tes réseaux sociaux. Oui, c'est vrai. En fait, c'est important qu'un livre, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois, qu'il parle de quelqu'un, de la vie de quelqu'un, avec des bouts de biographie, ou qu'il soit pratique, ou qu'il aborde une thématique culturelle, enfin, peu importe, c'est qu'on puisse s'identifier. Et comme moi, je voulais pas faire une biographie, parce que je vais pas dire que je suis pas légitime, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que le récit en lui-même soit un outil pour l'autre. Si c'est pas le cas, j'ai pas encore l'histoire de Gandhi, j'espère un jour. Mais en tout cas, j'ai pas encore mon cas. Donc, pour moi, c'est plus qu'est-ce qu'on utilise comme point fort ou faible du récit de la personne pour en faire un canal de communication entre moi et mon lecteur. Et lui, il va s'en servir comme un levier pour qu'il puisse, d'ailleurs, j'espère, s'inspirer de ça pour aller puiser dans son récit. Et qui sait, j'aimerais créer des inspirations de futurs auteurs, futurs écrivains, futurs challengers. C'est ce que je veux faire naître en eux quand ils lisent le livre. Les amis, quelques secondes pour interrompre ce programme et vous donner une information importante. Vous savez que sur ABC Talk, on a à cœur chaque jour de vous proposer une émission, un programme chaque jour, quelle que soit la période de l'année. Mais ABC Talk, ça n'est pas que des émissions, ce sont aussi des événements en présentiel, en immersion, des événements avec des personnalités influentes qui peuvent vous aider dans votre vie au quotidien. Je pense notamment à Isabelle Serre, je pense à Frédéric Barbet, je pense à Céline Franou, je pense à Arnaud Rio, à Bruno Charvet. Ils sont tous avec ABC Talk. On avait à cœur évidemment de s'efforcer de vous offrir des expériences transformatrices pour vous aider au mieux dans votre vie de tous les jours et améliorer, si possible, votre bien-être au quotidien. Je vous invite vraiment à aller sur notre site abctalk.fr. Dès que vous arrivez sur la première page, vous avez l'intégralité de notre actualité avec tous ceux et celles que vous allez pouvoir retrouver lors de ces week-ends. C'est important. abctalk.fr. Alors, quand on lit ton livre, effectivement, il y a un moment donné, il y a un switch. Est-ce que ce switch, on aurait pu le résumer avec une phrase qui dit « plus jamais ». Je ne veux plus jamais me retrouver soit dans cette situation, soit être victime, soit ceci. Il y a eu une période comme ça dans ta vie à un moment donné? Un peu, oui. Alors, le problème, c'est que, tu as dû le voir, puis les lecteurs le verront, moi, j'étais un peu comme les malheurs de Sophie. Hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je me disais « Ah, super, ça s'est passé !» Puis en fait, paf, une autre épreuve. Et encore une fois, ce qui est amusant, c'est que je te dis « Je suis comme les malheurs de Sophie », mais en fait, c'est le propre de la vie. C'est-à-dire que la vie, à chaque fois, il y a quelque chose de nouveau qui te tombe dessus. Donc, il n'y a pas eu un moment où je me suis dit « plus jamais »,
Mais il y a eu un moment où je me suis dit, plus jamais je laisse cette épreuve m'impacter autant. C'est plutôt ça qui s'est passé. Parce qu'en fait, j'aimerais bien que ça existe, le petit claquement de doigts où on peut se promettre qu'il n'y aura plus jamais un problème, mais ça n'existe pas. En réalité, il y aura toujours une épreuve, un décès, malheureusement une rupture amicale, une rupture amoureuse. On peut pas se promettre à partir d'un certain âge que la vie sera toute rose, toute belle. Ça n'existe pas. C'est est-ce que on décide d'avoir des œillères et de se dire oh non mais ça va se passer, puis quand ça arrive on est face à une falaise et on s'effondre, ou est-ce qu'on accepte de se dire ok la vie est cruelle, ça fait partie du processus en fait, c'est un contrat qu'on a signé. En fait, on est rentré dans ce monde-là, et dans ce monde-là, il y aura des choses extraordinaires de créativité, de joie, de naissance, d'amitié, tout ça. Et en face, eh ben, dans la balance, il y aura des moments plus douloureux. Il y aura malheureusement des trahisons. Il y aura malheureusement des pertes d'argent. Il y aura malheureusement peut-être des pertes de son appartement. On pourra plus se loger, on pourra peut-être même plus se nourrir. On devra redoubler d'inventivité face à des mauvaises nouvelles administratives, etc. Et qu'est-ce qu'on décide de faire lorsque ça arrive? Est-ce qu'on s'apitoie? Est-ce qu'on sait qu'il y aura une période où on va forcément être malheureux, mais on a confiance suffisamment en nous pour que on sache à un moment donné rebondir? Et comment on va rebondir? Et est-ce que ça va mettre du temps de repasser à l'action? Est-ce qu'on va trop mentaliser? Tu vois, toutes ces choses-là. Voilà, c'était ça l'objectif. Je ne sais pas si Kiki est en place là, mais... Ah, mais depuis tout à l'heure, elle en a marre parce qu'elle n'est pas exactement au centre. Voilà, je te mets au centre de la caméra, vous voyez? Voilà. Parce qu'elle pose. Voilà. Il faut savoir qu'elle voilà, en fait, elle voudrait carrément se mettre là. Là, directement, en fait, voilà. Mais il y a le micro juste à côté. Je ne sais pas si tu m'entends bien, là, Marc. Mais... Vous m'entendez en régie? Alors, c'est intéressant, Alice, parce que aujourd'hui, je le disais, tu es très présente sur les réseaux sociaux, tu as une expertise, tu as une équipe et tu accompagnes beaucoup de gens. Il y a plus de 2500 élèves, des chefs d'entreprise, des tas de gens qui font appel à toi quand on parle des réseaux sociaux. D'ailleurs, regardez bien autour dans toute la playlist que l'on vous propose, on a une émission spéciale, un live du mardi soir qu'on a enregistré, enfin qu'on a proposé avec Alice justement pour vous accompagner au travers des réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui c'est absolument fondamental. La question qu'on peut se poser quand on te voit aujourd'hui, parce que tu as l'air apaisé, épanoui, avec ta petite chienne, etc., etc., c'est qu'est-ce qui a bien pu se passer dans ta vie pour que tu aies envie de te dire je reste solide et je reste solaire, optimiste, libre, innovant, déterminé et éveillé. Tu as quand même cumulé le handicap, les yeux, la chirurgie esthétique avec le nez, par obligation, par obligation. Un peu par, oui, un par peu obligation, par obligation. Les chirurgies esthétiques qui se passent mal, la boulimie, l'anorexie. Ouais, les relations d'emprise, les arnaques professionnelles. Les arnaques. Bah, mais je sais pas si j'ai plus cumulé que quelqu'un d'autre, en fait. Enfin, oui, non, ça fait beaucoup en peu de temps, mais oui, peut-être que ça fait beaucoup. Je pense que c'est pas... Alors, pour répondre à ta question, je sais pas si on peut dire qu'il y a eu un truc qui a dit, qui m'a fait me dire je suis plus forte que ça, je veux plus que ça m'arrive, etc. J'ai juste l'impression qu'avec l'âge, en fait, bon, je dis l'âge, j'ai 33 ans, hein, mais avec l'âge par rapport à mes réactions plus immatures, j'ai l'impression que mon handicap de naissance déjà m'a rendue différente, à l'œil, atypique. Voilà, alors je suis malvoyante de l'œil gauche. Je vois quand même, je vois les couleurs. Avec la rééducation, ça m'a permis de pouvoir faire ça, par exemple, enfin que mes yeux se suivent les uns aux autres. Voilà, c'est formidable. Mais je crois que en fait, j'ai eu de la résilience forcée. Voilà, c'est ça le terme. C'est-à-dire que quand on est avec quelque chose d'un peu différent, dès l'enfance, déjà, on nous apprend à concevoir la problématique avec un autre regard, parce que déjà tout petit, tu dois te justifier, tu dois expliquer aux gens pourquoi tu ne dois pas jouer à la balle, tu dois expliquer aux gens pourquoi tu n'étais pas là mercredi parce que tu étais en rééducation. Alors que les autres enfants, ils te disent, bah, moi, j'étais pas là mercredi parce que j'étais au cours de poney, je ne sais pas. Et donc ça, tu en as souffert? Bah, j'ai surtout souffert du handicap de mon frère, en fait, bizarrement. Parce que lui aussi. Lui était plus lourd. Ouais. Mon frère avait a toujours un albinisme oculaire et il peut toujours pas conduire. Il a toujours eu des difficultés. Il a connu le harcèlement scolaire parce qu'il louchait. Ouais. Et moi, j'ai été témoin de ça. Oui, tu le décris dans le livre, d'ailleurs. Ouais. Et
c'est horrible à dire, mais encore aujourd'hui, en fait, quand on grandit avec le harcèlement scolaire et qu'on en est témoin, et surtout quand on est témoin de l'extérieur, d'un proche, d'un très proche, puisque c'est mon frère, on se rend compte de la cruauté des humains. Alors que c'est un âge où on ne devrait pas, ou en tout cas limiter ce genre de C'est vrai. prise de conscience. Et on a envie de se dire qu'il y a 2 choix, quoi. C'est soit je deviens colère, soit je deviens amour. Et moi, j'ai choisi de devenir amour, quoi. Et ça m'a rendue comme ça tout le temps. Et toutes les fois où je me suis fait arnaquer, même aujourd'hui, j'ai un peu pardonné à mes arnaqueurs, hein. J'arrive pas à avoir du ressentiment, De la rancœur. de la rancœur. C'est vrai. Longtemps, en fait, je trouve que ça nous dévore, la rancœur. Comment tu accueilles l'information néfaste que tu vas subir? C'est-à-dire que tu te retrouves face à un arnaqueur, face à une situation problématique. Comment tu accueilles le truc? Comment tu prends de la distance? Parce que alors ça, il va falloir le mettre en application pour ceux qui nous écoutent là. Je vais te prendre un exemple concret qui est en train de m'arriver en ce moment. Oui. Donc en ce moment, je faisais une rénovation de ma maison et c'est même pas dans mon livre, tu vois, j'aurais pu le rajouter. Et notre maçon est parti avec 50 000 €. Il a disparu. Donc tu perds 50 000. 50 000. 50 000, j'en avais besoin pour finir les travaux. C'était déjà assez long, il avait déjà 1 an et demi de retard, bref. Et j'apprends par son frère qu'il a une addiction au jeu d'argent, qu'il est malade, quoi. Et que c'est pas qu'il est méchant, c'est pas que c'est un escroc, c'est que c'est quelqu'un qui a une addiction, en fait. Il est dépendant. Il est dépendant. Et alors, le plus risible ou loufoque dans l'histoire, c'est que donc il va jouer notre argent. Alors, c'est des paris sportifs en ligne. C'est quelqu'un qui est très bon, soit dit en passant, paraît-il, aux paris sportifs en ligne. Et on m'apprend que ça y est, l'argent, il est plus là, quoi. Et bon, au départ, j'avais vraiment envie de les triper, comme tout le monde. C'est sûr. Réaction à chaud. Et même, je veux porter plainte et tout. J'ai demandé conseil à des personnes sur LinkedIn. Et puis, à la fin de mon chantier, il est quand même revenu 2-3 fois sur le chantier, aider son frère. Donc, il est venu quand même. Il voulait pas nous lâcher. Bon, il n'a pas été carré, il n'a pas été là. Et là, j'arrive à une phase, donc j'espère qu'il ne verra pas. Non, mais déjà rien que le fait de revenir sur le chantier après t'avoir escroqué de 50 000. C'est là où tu vois que le mec est malade. C'est-à-dire que tu vois bien qu'il n'est pas mal intentionné. Et tu lui dis pas, mais attendez, vous plaisantez ou? Non, j'arrive pas. Parce que je sais pas comment t'expliquer, j'ai trop bon cœur, en fait. Voilà. Donc sachez que si vous devez de l'argent à Alice, c'est pas un problème. En fait, ce sera un problème quand même. Je pense que on va mettre en place quelque chose avec un avocat. Je pense qu'on va mettre, parce que l'idée c'est que ce soit lui, pour qu'il apprenne de ses erreurs, il faut qu'il se passe quelque chose à un moment donné. Donc je vais peut-être certainement m'asseoir sur une partie de la somme. Une procédure quand même. Je vais essayer de faire en sorte qu'on passe par un médiateur, que je comprenne, voilà, qu'est-ce qu'il est capable, lui, de réparer. Il faut qu'il répare, parce que si lui, il a une addiction et qu'on accepte à chaque fois que son addiction, elle passe entre les gouttes, je l'aide pas non plus dans l'autre sens. Donc, il faut aussi que je sois ferme et que je lui dise, OK, j'ai compris, tu as un problème. On va se mettre d'accord sur une certaine somme, qui sera peut-être plus facile pour toi à rembourser. Et moi, tant pis, il va falloir que je me remonte les manches et trouve un moyen de me rembourser à ma manière, en travaillant. Sauf qu'il y a peut-être des gens qui vont se dire, oui, mais alors d'accord, c'est peut-être un peu facile, à ton niveau de dire ça, parce que tu peux remonter. Il y a des gens qui sont brisés. Bien sûr. Mais ils auront raison. C'est-à-dire que oui, c'est facile, c'est sûr. Et je pense que quand on est déjà au plus bas, il faut se battre. Je me suis battue, moi, quand mon premier patron m'a arnaqué, m'a pas payé pendant 8 mois. Et là, je suis allée au prud'homme et j'ai gagné mon prud'homme. D'ailleurs, c'était très rigolo, cette anecdote, puisque le jour de la... comment dire, on va dire le jour fatidique de la dernière assemblée devant le juge, son avocat était là et a dit « Ah, mais moi, de toute façon, je ne défendrai pas ce monsieur parce qu'il m'a arnaqué. » Donc, l'avocat de la personne que j'attaquais au tribunal, lui-même s'était fait arnaquer par la personne qui m'avait arnaqué. Donc, le juge, disons, il a été très clément à mon sujet. Il a dit « Madame, vous avez remporté l'affaire, quoi. » Bon, les prud'hommes, c'est plus facile, entre guillemets, parce que y a un droit, il y a un code du travail et en fait, tout simplement, il n'avait pas respecté. Non, mais ce qui est intéressant, au-delà de, évidemment, après toutes les procédures et l'aspect juridique des choses, c'est la manière, encore une fois, 1, dont tu accueilles les choses, 2, dont tu encaisses les choses, et 3, dont tu décides de te sortir de cette situation-là. Bah ouais. Puis il faut se dire, ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est mon mentor qui m'avait appris ça. Et il m'avait dit, tu sais, Alice,
l'argent, c'est une énergie. Néanmoins, si pour récupérer ton argent, tu épuises ton énergie à tel point qu'en fait, tu vas devenir l'ombre de toi-même. Et là, je pense notamment à une affaire que j'ai eue avec une ancienne associée, où j'avais 2 choix, en fait. C'était soit me battre pour qu'on parte à 50-50, soit je décidais, moi, de perdre mes droits d'associé, de récupérer juste mon compte courant d'associé. Et c'était beaucoup plus rapide, on passait par un médiateur, il n'y avait pas tout un procès, et je récupérais 2 000 €, je lui laissais 100 000 et tout. Et c'est là où il m'avait dit: «Mais Alice, tu vas peut-être rentrer dans 3 ans de procédure pour récupérer peut-être la moitié de tes 100 000 €. Est-ce que tu as envie de te mettre en conflit avec ton associé avec qui vous avez été amis? Il y a eu de la tendresse à un moment. Est-ce que tu penses pas que tant pis, tu restes focus, tu pars, tu restes focus sur tout ce que tu sais faire, tes talents, tu serres les fesses pendant 6 mois et tu trouves un projet, mais au moins tu te débarrasses en fait de cette problématique, là». Et je l'ai écouté. Ce monsieur, il a changé ma vie. Il m'a aidé à monter mes programmes en ligne et tout. Et aujourd'hui, mais c'est je regrette tellement pas de l'avoir écouté. Alors bien sûr, peut-être que j'ai eu de la chance, tu vois? Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, est-ce que je me serais battue pour ça? Je sais pas. Après, comme tu dis, c'est facile, je n'ai pas d'enfant, tu vois? Je n'avais pas de crédit ou de dette. Il y a tout ça, Tu vois, il y évidemment. a un Ça contexte à joue, hein, prendre ça en joue, compte. ça joue. Peut-être que j'aurais réagi différemment si j'avais eu une épée de Damoclès sur la tête et je comprends les gens qui peuvent, réagir différemment. Là, j'avais plus que moi à «nourrir» quoi, entre guillemets et je mange, des pâtes, Ouais, ouais, ouais. tu vois, j'ai pas besoin de grand chose donc oui, c'était facile de rebondir, de me dire, et puis moi, en plus, j'ai la chance d'avoir un master de com, ça veut dire que j'ai un panel de services, en fait, que je sais faire très rapidement. En Oui, fait, tu je peux peux signer rebondir un très vite. contrat. Ouais. En fait, je peux signer un contrat. Je peux me dire: «Tiens, voilà, je réponds à tel appel d'offres, je peux rentrer peut-être 1 000 €, tu vois, demain». Enfin, donc c'est facile. C'est facile de se dire, voilà, je sais, que oui, c'est privilégié, de dire ça, c'est un discours privilégié et je veux pas minimiser ce que rencontrent les gens. Oui, oui, Voilà. clairement. Solide, c'est aux éditions, Solar, j'ai pas dit les éditions. Et alors tu dis évidemment, tu as tes 3 règles d'or dans le livre qui sont: s'apprécier, se considérer et ne pas demander pardon d'être soi. Mmh. Ça, c'est important. On s'excuse beaucoup, nous, les francophones. C'est un truc de francophone. On est très critique, et envers notre gouvernement, et envers, la vie en général, la culture et tout. Bon, c'est ce qui fait que nous sommes des êtres érudits, nous les Français. Les francophones, je précise, parce que c'est pas que les Français. Mais alors, on se justifie de tout. On se justifie d'être, successful, on se justifie d'être talentueux, on se justifie d'être riche, on se justifie d'être pauvre, en fait, on n'a pas le droit, d'être nous. C'est tu vois? Tout le temps, il y a ce sentiment de: «Ah bah, si je suis trop, si je réussis trop dans la société, bah, je suis un connard quoi, qui a oublié les autres. Si je suis pas assez, comme le moule le voudrait, bah, je suis un marginal, je suis un anarchiste, je suis, donc on n'a pas le droit en fait d'être soit de s'incarner. Alors du coup, vont en découler tout un tas de choses comme, bah, le syndrome de l'imposteur qui est très présent en France, beaucoup plus qu'aux États-Unis, dans les pays en tout cas anglo-saxons. Encore plus quand on est une femme, c'est prouvé scientifiquement qu'elles vont avoir tendance à s'excuser. Dans les entretiens d'embauche, elles vont avoir tendance à se minimiser. Tu as été ça? Mais je suis toujours, mais encore aujourd'hui, C'est vrai encore aujourd'hui? mais bien sûr, ça m'arrive souvent de me dire: «Mais, bon ça passe», tu vois? Mais ça parfois je me dis: «Mais, est-ce que ce que j'ai dit était bien? Est-ce Est-ce que je que suis j'ai ma place? légitime, Est-ce que je suis légitime?» Mais bien sûr, Ah ouais. mais je pense tout le monde en fait. C'est Et est-ce que c'est qui pas bien à un moment donné de se poser ces questions? Parce que mais ça veut dire oui! qu'obligatoirement tu te remets en question. Mais oui, mais c'est ce qui fait aussi qu'on est un peuple, qui se remet d'ailleurs constamment en question. Le peuple francophone, c'est ce qui fait, Parfois dans l'excès. pas un peu dans l'excès, d'ailleurs les uns envers les autres, alors c'est très compliqué, mais bah, on a les défauts de nos qualités aussi, hein, tu vois? On est un peuple très cultivé, donc forcément on se remet en question, forcément, moi j'ai toujours été admirative de ne serait-ce que si tu fais un tour dans Paris, l'accessibilité à la culture que tu as, hem mais en même temps, oui, je trouve que c'est dur parfois d'être français parce qu'en réalité, tu seras jamais 100 tu auras jamais le sentiment d'être 100 à ta place. Quand tu es entrepreneur, on va te remettre en question parce que, peut-être tu fais trop d'argent ou pas assez d'argent ou si tu fais beaucoup d'argent, bah, tu devras beaucoup de charges, beaucoup de d'URSSAF, beaucoup d'impôts et cetera. Quand tu es salarié et ben, tu vas être là, mais
devras jamais être calife à la place du calife parce que le patron, il voudra que tu sois juste responsable, tu vois. Et tu pourras pas évoluer plus que ça. Quand tu es mère au foyer, on va dire, oula, mais toi, t'as lâché ta carrière, etc. Quand tu vas être une femme indépendante, on va te dire, oula, mais toi, t'as lâché tes gosses. Enfin, en fait, il y a toujours quelque chose qui est remis en question. Et ça, je trouve ça difficile et encore plus, je le vois sur les réseaux parce que bon, sur les réseaux, ça nécessite un certain personal branding, une certaine mise en avant. Que tu oses faire. Hein. Moi, que j'ose faire, et c'est pas toujours facile. Et que t'assumes. Parfois, oui, j'assume. Et parfois, quand j'assume pas, je dis, ah, de toute façon, je re-regarderai pas ce que j'ai posté, c'est pas grave. Hop, ça c'est fait. Mais je trouve ça dingue que un des contenus que je vois le plus souvent sur mon fil d'actualité, c'est toujours des gens qui disent, eh bien, il faut accepter ses particularités, ses singularités. C'est ce qu'on entend dans les conférences de dev perso, c'est ce qu'on entend sur... Mais pourquoi on doit le dire, en fait? Mais c'est normal d'être singulier, en fait. Nous sommes des humains. Nous sommes homo sapiens, avec toutes ses particularités, avec toute sa richesse, sa pluralité. Et pourquoi on devrait se justifier d'être tout simplement unique? Tu vois, j'aime bien, moi, valoriser le unique ensemble. C'est-à-dire que nous communiquons ensemble, nous vivons ensemble, mais nous sommes uniques. Il n'y a personne qui ressemble à quelqu'un, même les jumeaux, ils ont leurs particularités. Et encore aujourd'hui, et surtout en France, encore plus sur les réseaux sociaux francophones, il faut qu'on se justifie d'être particulier, quand même. Alors que si on regarde ceux qui ont explosé, qui ont fait la différence, qui ont réussi dans leur business ou réussi sur leur image de marque, ce sont ceux qui ont cet élément de différenciation, qui ont ce point d'identification, qui ont cette petite chose, ce petit discours, cette petite couleur assumée et unique, qui fait qu'ils sont eux. Moi, je suis toujours avec mon chien, tu remarqueras. Ça y est, les gens, ils ont fait une association d'idées. C'est un membre, pas de la famille, un membre de mon corps. c'est une prolongation. C'est une prolongation de mon corps. Mais alors, il y a un paradoxe dans ce que tu dis. Il y a un paradoxe parce que tu dis, en France, on est constamment obligé de se justifier de ceci, de cela. Et tu es la première à dire, je suis atypique. Donc, tu te justifies. Eh bien oui, en tout cas, j'annonce la couleur. Enfin, c'est factuel, en fait. Je suis atypique parce qu'en tout cas, pour la société, ce que je suis est atypique. Moi, je me trouve normale, personnellement. Moi, je me trouve totalement normale. Mais comme je dois expliquer à une francophonie mon tempérament, à des personnes francophones, eh ben, pour expliquer pourquoi Alice est blonde avec un chihuahua, mais dit qu'elle est authentique, puisque pour eux, et d'ailleurs souvent dans les commentaires ABC, je dois aussi me justifier, parce que je prends c'est qui celle-là Exactement. Etc., mais ça, c'est une question que je voulais te poser après, parce que c'est évidemment... Si on joue le rôle de la provoque un peu, t'es dans tous les clichés. Bah oui. Mais... Le chihuahua, toujours apprêté, le maquillage, un petit peu de chirurgie esthétique voulue ou involontaire, peu importe. Mais tout ça, tu l'affirmes, tu le dis haut et fort. Donc, ça fait partie aussi de toi et de ton business et de ta façon de voir la vie. Mais oui, et alors moi, j'aimerais remonter encore plus loin, mais qu'est-ce qui est un cliché? Parce que est-ce que c'est notre société qui a dit que le maquillage était un élément qui rend les gens superficiels? Mais si on remonte aux grottes de Lascaux et à nos ancêtres, qui se maquillaient aussi, pourquoi on a décidé dans la société moderne du 21e siècle que le maquillage rend les femmes superficielles? Enfin, non, mais là, tu prends un angle spécifique sur le maquillage. Mais par exemple, on pourrait dire, tu mets en avant, effectivement, pardon, hein, je te provoque un peu, mais tu mets en avant ta maison, tu mets en avant des signes extérieurs de richesse. Tu mets en avant tes tenues, tu mets en avant ta folie, rien, ça, hein. Tu mets... non, mais peu importe, tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Donc, on pourrait très bien, là, quand on regarde les photos, par exemple, tu vois, là, on va en mettre en gros plan. Quand on regarde les photos, t'es pas une smicarde, tu vois ce que je veux dire? Tu t'affiches. Donc, mais je veux leur montrer que c'est parce que j'ai assumé d'être moi que ça a découlé sur un alignement professionnel qui est, bon, en tout cas, pour ma part, ça a été les conférences, les chroniques télé, etc. J'ai trouvé ma voie qui m'a apporté ce train de vie. Mais parce qu'au départ, j'ai assumé qui j'étais. Tu vois? Si j'avais continué à faire ce que mes parents voulaient ou la société voulait, c'est-à-dire en l'occurrence être derrière mon ordinateur et être graphiste, ce qui n'est pas totalement adapté à ma personnalité. Bon, bah, j'aurais bien gagné ma vie, j'aurais eu mon petit salaire de CDI, etc. Et je serais peut-être pas arrivée là où je suis. Donc en fait, découle de ma personnalité assumée des expériences de vie qui collent à mon fonctionnement, qui vont donc créer, certes, bon, après on voit des signes ostentatoires de richesse, j'habite dans le Gard.
des départements les plus pauvres de la France. C'est pas dans le 8e. Je ne suis pas dans le 8e arrondissement, les amis. J'ai acheté 1500 € le mètre carré. À Paris, on fait x10. Voilà, bon. Donc, forcément, oui, j'ai une très grande maison dans le Gard. Oui, absolument. Et d'ailleurs, non, mais attends, alors c'est très drôle parce que là aussi, c'est un signe extérieur de richesse, c'est-à-dire que tu l'appelles ton château. Ah oui, par contre, j'adore l'appeler mon petit château. Mais alors ça, c'est parce que j'ai toujours aimé les princesses de Disney. Voilà, parce que je trouve qu'à chaque fois, c'était assez épique ce qu'elles vivaient. Et elles étaient assez féministes, montrées en tout cas dans le prisme Disney. Ouais, quand même, surtout les dernières. Qui est très controversée d'ailleurs. Hein, ouais, Disney, en ce moment. Qui est très controversée. Mais si tu prends les dernières, celles qui sont plutôt en 3D, tu vois, les réponses et compagnie, elles sont un peu, tu vois, même les rebelles. Là. Moi, j'aime bien ce côté-là. Château, bon, à la base, je voulais pas un château, moi. À la base, je voulais une maison dans laquelle je pouvais faire mes conférences et mes séminaires. Et je n'avais pas les moyens d'acheter une maison moderne. Qui faisait autant de mètres carrés parce que j'avais besoin de mettre la société de mon conjoint, la mienne, et notre logement. Et on est tombé sur cette bâtisse que personne ne voulait, parce qu'il y avait trop de travaux. Et quand on l'a vu, on a dit, mais on dirait un petit château. Mais nous, on cherchait pas un château. Donc, on l'a appelé Welcome au château parce que c'est marrant. Bref, voilà. Mais tu sais que ça va provoquer. Tu sais que ça va susciter des réactions et que ça fait aussi partie de ton image et que tu exploites. On se demande parfois si tu n'es pas tombé dans l'excès inverse pour avoir cette revanche sur la vie que tu n'as pas eue avant. Peut-être. Après, je sais pas. Moi, j'ai pas beaucoup de haters. Hein. Franchement, alors peut-être la provoque est pas suffisante. Je suis pas assez clivante. Peut-être que c'est. Non, mais moi, le château, pour moi, je vois pas ça comme. Moi, je vois ça comme du patrimoine, en fait. Je suis très attachée à mon histoire, tu vois. Le terme château, pour moi, il y a un côté notre royaume ensemble. Tu vois, je voulais créer, justement, ça va avec en fait la logique de ma stratégie derrière. Je veux créer des balles d'entrepreneurs là-bas, où on s'habillerait en Marie-Antoinette, tu vois, et on dirait le duc Marc Leval, tu vois. Moi, je veux partir sur un truc délire comme ça. T'aurais pu me donner un titre un peu plus prestigieux que duc. Le duc, oui, c'est vrai. La comtesse, tu vois. Moi, parce que j'ai un personnage qui s'appelle Anne-Marie-Madeleine Lafourcadière que j'aime beaucoup. Voilà. Et donc, c'est pour ça que moi, j'ai appelé le petit château, mais c'est pas pour dire, oui, regardez, j'ai un château. Mon château, voilà, est accessible à tous les Français. Quand on parle d'Alice, il y a aussi un truc, il y a une image. On a parlé du côté un peu bimbo, etc., mais on a bien compris ta personnalité. Et encore une fois, si tu étais vraiment cette bimbo, je pense que tu ne serais pas sur ce canapé-là. Et je sais que tu ne l'es pas. En revanche, tu parles de la poupée Barbie. Oui, et de la relation que tu as avec cette histoire de la poupée Barbie, et pour laquelle tu as beaucoup d'admiration. Surtout petite, j'avais beaucoup d'admiration pour Barbie, parce que Barbie, c'était toujours le cadeau de chacune de mes victoires après mes séances de rééducation des yeux, où le pire, en fait, que j'ai vécu, bon, ça paraît pas gigantesque vu comme ça, mais à l'époque, les lentilles souples étaient assez rares quand j'étais petite. Donc, on me forçait à mettre des lentilles rigides pendant un certain temps pour habituer mes yeux. Souvent, quand on changeait les marques, il fallait une adaptation à mon œil. Et en fait, quand on est un enfant et que son œil fait que pleurer et qu'on te dit non, tu peux pas enlever ta lentille, c'est horrible. Hein, on a le sentiment qu'on nous met un petit bout de métal dans l'œil, en fait. C'est horrible. Et on a les médecins, l'ophtalmo, les parents qui disent « Allez, tiens bon encore, allez, habitue ton œil ». Et c'est horrible, hein, c'est de la maltraitance en fait quand on réfléchit, mais on n'avait pas le choix pour habituer mon œil. Et mes parents, ils savaient que j'aimais bien les Barbies, et à chaque victoire, ils m'offraient une Barbie. C'était la récompense. C'était la récompense. Et moi, j'avais associé Barbie à fin de port de lentilles douloureuses, en fait. Donc, pour moi, Barbie, c'était hyper positif. Et comme mes parents, ils faisaient en sorte que la Barbie qu'ils m'offraient, c'était pas la Barbie princesse ou la Barbie sirène, c'était la Barbie veto, la Barbie qui a un avion, la Barbie qui a un camping-car. Moi, j'avais associé Barbie super badass, qui peut faire plein de choses avec ses 10 doigts et qui est multipotentielle et qui est très, je sais pas, je la trouvais très créative, très audacieuse en fait. Et j'avais des Barbie pantalons, moi, elles avaient pas toutes des mini-jupes et des maillots de bain, hein, c'était pas toutes en bikini quoi. Donc j'aimais ce truc-là. Même, il y en a une qui m'a marquée dans mes Barbie, c'était une rousse qui était enceinte et en fait son ventre était aimanté. Et je trouvais ça dingue qu'elle puisse décider comme ça d'un claquement de doigts d'avoir ou non un bébé en fait. C'était pas Ken qui décidait, c'était elle en fait. Donc moi petite, je trouvais ça dingue parce qu'après on me disait oui mais tu comprends, le papa il met un truc dans la maman, une petite graine. J'étais non, moi ma Barbie aimant. Tac tac, bébé pas bébé en fait. Donc j'ai toujours eu ce regard. Bon après avec le recul, j'ai vu la Barbie plus comme en effet aussi un objet sexuel. Elle était longiligne, elle pouvait créer. Je pense qu'aussi notamment elle a dû me créer inconsciemment mes troubles du comportement alimentaire aussi. Tu vois, j'en sais rien parce qu'elle était trop fine quoi. Ça va pas sa morphologie. Enfin on peut pas.
s'identifier en tant que petite fille, surtout à la puberté, à une Barbie. Elle est complètement... C'est lunaire. Elle a une taille qui est plus petite que son cou, presque. Voilà. On voit bien que l'estomac, le pancréas ne peuvent pas rentrer là-dedans. C'est ce que dénoncent beaucoup, d'ailleurs, voilà. de familles et de parents. Ouais. Voilà. Mais je trouvais, en tout cas, dans ses compétences, je la trouvais très... Voilà. En tout cas, la Barbie a eu une importance chez toi qui n'est pas négligeable. Et c'est pour ça, d'ailleurs, après ma relation toxique, moi, j'avais été plutôt une femme effacée dans ma relation d'emprise. J'avais pas le droit de me maquiller, j'avais pas le droit de m'habiller comme je voulais, j'avais pas le droit de plein de choses, quoi. Et je crois que c'est juste par réaction, en fait, que je suis devenue ce personnage, mais par réaction à ma relation d'emprise, pas à la société ou quoi que ce soit. Tu viens de dire un mot très important. Je suis devenue ce personnage. Oui, je suis devenue. Tu es un personnage. Ah oui, Alice Cat Designer, parce qu'il y a Alice Catolino à la maison. Alors, je peux dire que j'ai des dreadlocks, je me maquille pas tous les matins chez moi. Hein, oui. Et puis, j'aimais bien mettre un peu ma couverture, que je vois comme un bouclier, en fait, où quand je rentre dans le personnage Alice Cat Designer, où, j'ai Taya, Taya, je l'ai dans la vraie vie, mais où je suis plutôt toujours habillée en beige, avec mes cheveux blonds. Et ben, ce personnage-là, c'est un peu un personnage en réaction à l'ancienne Alice que j'ai été, qui avait ses cheveux bruns naturels, qui avait été plus bas que terre, qui avait été malade. Et je crois peut-être aussi que je suis pas encore prête à avoir cette Alice-là, parce qu'elle me rappellerait trop. C'est assez récent, hein, il faut savoir que c'est en 2015, grosso modo, donc ça fait moins de 9 ans que j'ai commencé à prendre le pas sur tout ce qui m'était arrivé. Donc, oui, je pense que c'est ma côte de maille. Voilà, c'est le côté chevaleresque. Voilà, je voulais pas spécialement être blonde, mais j'ai dit, OK, je serai un petit bout des Barbies qui m'ont aidée quand j'étais petite, et j'aurai la force d'affronter le monde, tu vois. C'est mon bouclier de Barbie. Voilà. C'est fou, ça. Non, je ne savais pas l'histoire du personnage et la manière. Là. Ce livre, Solide, aux éditions Solar, pour transformer vos épreuves en cadeaux. Et évidemment, on ne parle pas de tout le détail des épreuves. Il faudra lire le livre et vous verrez tout le cheminement. C'est ponctué, tu l'as dit, par des gens qui ont éclairé le livre. Je pense notamment à des sophrologues, il y a des mannequins. Alors, il y a mannequin Miss Monde en fauteuil roulant? Oui. Nadjet. Elle s'appelle Nadjet? Mais Nadjet, elle est incroyable. Alors, si vous lisez son histoire et puis même que vous apprenez à la découvrir, mes chers auditeurs d'ABC et toi, mon cher Marc, Nadjet, elle est née avec un handicap de naissance lié à une problématique au cours de la grossesse, et puis du coup, ça a induit une dégénération, une maladie dégénérative. Pardon. Okay. Et cette femme, alors si on se dit que moi, je suis partout, etc., mais elle a soulevé des montagnes, c'est-à-dire qu'avec son handicap, des difficultés d'élocution, elle venait d'un milieu très modeste, elle a perdu son frère dans un accident très grave, elle a vécu dans un quartier pas facile. Enfin, en fait, vraiment... Elle cumule. Voilà. Et elle est devenue chroniqueuse télé. Elle a créé son concours. Elle a réussi à en parler aux médias. Elle a gagné elle-même un concours. Donc elle a créé le concours Miss Univers en fauteuil roulant. Mais elle-même, elle a gagné un concours. Et aujourd'hui, elle est sur les réseaux. Elle accepte des projets où elle fait des lives, des podcasts. Quand je la vois, elle est plus active que certaines personnes que je connais qui n'ont pas de handicap ou ne sont pas porteuses d'un handicap. Donc, pour moi, le mindset a tellement d'impact sur ce qu'on va être, ce qu'on va incarner et ce qu'on va vivre. En fait, c'est comme si on décidait notre propre réalité. Et malgré les embûches, parce que Nadjet, elle pourrait dire, oui, j'ai des embûches. Parfois, elle a même des difficultés d'un trottoir à l'autre parce que c'est pas adapté. Il y a très peu de villes qui sont adaptées. Et pourtant, elle va au rendez-vous. Elle n'est pas en retard au rendez-vous. Et moi, je vois mon chéri, il est tout le temps en retard, il est complètement valide. Si je compare. Donc, on choisit, en fait. Ça forge l'humilité. Ah bah bien sûr. Et c'est pour ça que je voulais que des femmes comme ça, des femmes et des hommes, soient à l'honneur dans ce livre. Alors, il y a évidemment, il y a Sandra Ferreira qu'on retrouve également sur ABC. Je rappelle quand même que Alice a son émission, l'ABC Talk Woman, avec toutes celles et ceux qui t'entourent. Que j'aime. Que tu aimes particulièrement et que tu mets en avant. Il y a Harmonie Albertini, experte en libération corps et esprit, qui fait partie du livre. Il y a Nadia Carmel, qui est sophrologue et naturopathe. Il y a des thérapeutes de couple comme Sandrine Mallet. Il y a Oriana également, qui est coach en développement personnel. Il y a Fabien, mon mentor, Fabien Prêtre. Il y a Fabien, il y a Nadia Carmel, il y a Yannick Alain.
Ouais. Yannick, oui, c'est ça, Yannick, ouais, qu'on connaît bien. Et alors, ce qui est assez, c'est intéressant parce que, encore une fois, au-delà de ton histoire, tu vas ponctuer chaque étape de ton histoire avec, encore une fois, une prise de conscience, 2, un exercice, voire un défi, et 3, tout ça agrémenté par l'expertise d'un expert. En fait, c'était important pour moi, parce que alors, moi, même si j'ai des notions, si tu veux, en psy avec ma mère, et autres, voilà, ouais. ce sont des notions. Je ne suis pas docteur en neurosciences et je ne suis pas psychothérapeute. Et d'ailleurs, je ne me permettrai jamais de dire que je suis une soignante. Moi, je suis en fait un petit peu le cobaye, on va dire, le long de l'ouvrage, mais après, on demande son avis à l'expert. Parce que c'est important. Il y a des sujets qui nécessitent, de toute façon, d'être traités par un expert. Oui, un accompagnant digne de ce nom. Et bon, et l'idée, c'est qu'en plus, les experts font pas des exposés de 120 pages. Ils viennent intervenir sur un élément clé de 2-3 pages pour ouvrir, pourquoi pas, le débat intérieur. Et voilà, et ponctuer l'exercice. Et ponctuer l'exercice et ouvrir l'esprit pour qu'on se questionne après. Ok, en fait, est-ce que j'irai pas plus loin si vraiment cette thématique m'a intéressée? Est-ce que j'irai pas chercher dans mon cas, avec mon récit, peut-être avec ce praticien d'ailleurs, parce qu'ils sont tous ouverts à être contactés. Hein, bien sûr, je tiens à le dire. vous pouvez les contacter. On a mis leur petit nom, leur petit arrobase pour les contacter. Mais voilà, l'idée, c'est de se dire, OK, Alice, elle m'a parlé de ça. J'ai vécu quelque chose d'un peu similaire, ou en tout cas qui pourrait s'apparenter à quelque chose de similaire. L'expert me parle de cet élément comme quelque chose de courant ou qui est traitable ou qui est en tout cas entendable. Et qu'est-ce que j'ai envie de faire de tout ça, tous ces éléments-là. Désolée, j'ai Taya qui Attention au micro, parce que là, si Taya... Mais Taya, tu restes là. Tu peux la lâcher, si tu veux. Hein. Tu veux aller voir Marc, c'est pour ça. Elle est jalouse. Oh, chouchou, mon bébé. Voilà, en fait, c'est dès qu'elle est plus à la caméra, t'as vu, elle s'agite. Ce qui est magnifique, c'est ce petit strabisme. Ah oui, comme moi. Qui est touchant. Elle a le même que moi. Elle est gentille, elle est magnifique. En tout cas, elle bouge pas. Et à chaque fois que tu fais tes émissions, c'est Talk Woman, elle est là avec toi et elle bronche pas. Et en fait, elle aime être à la caméra. Tu vois, dès que je l'enlève, c'est fou. Hein. Et tu sais que tout à l'heure, elle se regardait dans l'écran. Ah oui, elle se regarde depuis tout à l'heure. Tu te regardes? Regarde, tu es là. Regarde. Hop. Juste attention de pas avec ton micro pour que. Voilà, tu restes là, à côté du micro. Voilà. Et tu ne parles pas. Non, mange pas le micro. Mon Dieu, c'est une émission qui part en cacahuète. Non, mais c'est ça c'est aussi ça, le naturel, et puis le fait de te voir évidemment dans ton élément comme ça. Alors aujourd'hui, au travers de ce livre, d'abord tu te racontes, ensuite tu essaies d'apporter un éclairage sur ce qui t'a fait souffrir à une certaine époque. Cet éclairage, il est ponctué, on l'a dit, par des experts, par des exercices et des petits défis. La petite lettre pour apaiser, tu t'auto-écris? Aussi, ouais. Tu t'envoies une lettre? C'est ça l'idée? Oui. Oui, en fait, déjà à travers ce livre, et puis il y a un exercice comme ça, qui est très intéressant. En fait, c'est un peu l'exercice que font tous les profs en dev perso, on doit faire sa lettre à l'enfant intérieur. Mais moi, j'ai fait par exemple, dans cet exercice-là, c'est une lettre à trous. Donc, c'est pour aider ceux qui ont du mal à se questionner intérieurement, parce qu'en fait, ça paraît fluide quand on a l'habitude de le faire, mais c'est pas toujours très facile. Je suis d'accord. Donc, là, c'est vraiment se questionner sur soi pour les nuls un peu. Tu vois, on commence, je vous prends par la main. On commence par là, et puis si vraiment l'exercice vous a plu, vous pouvez tout à fait le développer à plus grande échelle. Mais c'est un peu comme un cahier de vacances de soi, en fait. Un cahier de soi, tu vois. Comme ça que je le voulais. Alors, il y a la respiration, il y a l'auto-hypnose. T'es encore dans la phase des post-it que tu mets un peu partout, les post-it d'encouragement? Mais tu sais que ça marche trop bien. Alors, tu sais, j'ai toujours entendu parler de ce truc-là. J'ai souvent eu du mal à y croire, et pourtant, apparemment, ça marche. Ça marche très bien. Parfois, les choses les plus simples sont les meilleures. Donc, tu es dans ta glace à la salle de bain et tu mets des post-it partout? En fait, ça marche surtout, tu vois, typiquement, là, je peux te dire, t'es beau, t'es le plus grand, mon gaillard, tu vas y arriver. Ça sert à rien. Par contre, quand t'es anorexique boulimique, que t'es toute seule perdue dans ton trouble alimentaire, ou que tu as une addiction à la cigarette, ou que, en ce moment, tu viens de te faire larguer par ta femme, ou que tu as du mal à faire le deuil de ton chien, etc. Le fait d'utiliser des post-it, là, va avoir un impact. Par exemple, quand tu as peur de retomber dans des crises alimentaires. Et que tu te rappelles, parce que souvent, en fait, il va y avoir un dédoublement de ta personnalité, typiquement dans le trouble du comportement alimentaire, où parfois, c'est ta maladie qui va prendre le dessus sur toi, et tu seras conscient qu'elle est au-dessus de toi, mais qu'elle est plus forte que toi, la petite voix, tu vois. De temps en temps, le fait de te ramener, alors avec des post-it, un carnet, enfin ce que tu veux, à
la personne qui n'était pas en crise à ce moment-là et qui t'a laissé un message, comme si tu étais dans un monde parallèle, en fait, hein, eh bien, c'est extrêmement important. Et ça t'a aidé, toi? Ah bah beaucoup, énormément. Alors parfois, bon, ça me sauvait pas de certaines crises ou quoi, mais le fait d'ouvrir le frigo et de dire, mais Alice, pas aussi bon chemin, tu vois, des choses, mais valorisant. Alors non, je voulais pas être dans la négociation, enfin la négation, mais plus. T'écris quoi alors sur le post-it? Par exemple, pour le truc du frigo, tu te rappelles tout ce que tu as déjà réussi à, tu vois, plutôt dans le positif. Mais bon, chacun est différent. Mais moi, ça marche pas sur mon cerveau, la contrainte. Ça fonctionne pas. Alors pire quand j'ai un problème. Ou une addiction, mais c'est pour ça que j'essaie de me rappeler, ou alors ça peut être une photo, tu vois, tu peux mettre des post-it, des photos, des promesses, des objets qui peuvent te rappeler quelque chose de positif, tu vois. Ça peut être vraiment des choses super sympas. Faites ce petit test du post-it, ça peut être bien. Est-ce que tu as fait ta liste des cadeaux à s'offrir? Oui. Ça change. Est-ce que tu as coché? Moi, non, mais moi. Laisse-la vivre, t'embête pas. T'es sûr? Oui, t'inquiète pas. Bon, écoutez, s'il y a un drame sur le plateau d'ABC, s'il y a un petit pipi, je garde cette image comme n'étant pas responsable. Voilà. Bon, remarque, le drame sera proportionnel. Hein. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, est-ce que tu as fait ta liste? Parce que tu dis, il faut faire une liste des cadeaux à s'offrir. Alors oui, alors moi je l'avais fait surtout quand je suis rentrée en France et que j'avais des difficultés à trouver des clients. Et ça peut changer, en fait, ça évolue. Parce qu'en fait, aujourd'hui, avec le recul, je n'aurais pas du tout, je me serais pas offert des choses comme ça. Mais à l'époque, par exemple, je n'avais pas conscience qu'il fallait prendre soin de soi. Moi, j'étais complètement dans le futur, de oui, je ferai, je serai, etc. Et j'avais aucune conscience que, par exemple, marcher, c'est un cadeau. Marcher et apprécier la marche, pas marcher pour aller quelque part en rendez-vous. Je parle vraiment de marcher, de prendre le temps de marcher. C'est un cadeau qu'on se fait à soi-même. Mais il a fallu que j'attende 5-6 ans pour le comprendre. Et j'avais encore du mal jusqu'à il y a peu de temps où justement j'ai découvert le village où j'ai acheté mon petit château, où je peux marcher sans avoir peur, sans comment dire, sans crainte. Ouais, sans crainte, et où c'est agréable. Ça sent bon, je rencontre des gens sympathiques. Pas de métro, il n'y a pas de bus, il n'y a pas de poubelle, il n'y a pas tout ça, il n'y a pas dans mon village. Il y a que des petits murs en pierre beige, des pierres de Nîmes et tout. Ça sent le village d'antan, quoi. C'est Marcel Pagnol presque. Et là, c'est un bonheur, quoi. Et là, c'est un cadeau. Et je me dis, mais si j'avais fait ça plus tôt, mais j'aurais aimé marcher. Avant, je me disais, ah là là, marcher c'est l'horreur. Il faut traverser les passages piétons, il y a du monde, il y a les feux, en fait, c'est pas agréable, quoi. Et à l'époque, pour moi, un cadeau, c'était m'offrir un spa, un massage. Tu vois, c'était toujours acheter quelque chose, plutôt. Parce que j'avais pas conscience que, en fait, dans la nature. Il y a des plaisirs simples. Mais tellement, même plus. Mais ça te ressource tellement de marcher dans la nature. Ça vaut tout l'or du monde, quoi. Bien sûr, bien sûr. En tout cas, voilà, il y a plein d'informations à puiser. Il y a d'abord l'histoire d'Alice, et puis alors Alice, elle vous accompagne. On a préparé une émission spéciale, un live. Alors, à l'heure où on enregistre, il n'est pas encore fait, mais évidemment, vous aurez la possibilité de voir ça. Un live du mardi soir où on va parler d'un accompagnement digital, parce que c'est ça aujourd'hui que tu fais. Oui. Entre autres. En fait, j'accompagne les gens à utiliser les réseaux sociaux et l'intelligence relationnelle. Donc, c'est les réseaux dans le digital et dans le monde réel, parce qu'en fait, c'est indissociable, pour faire grandir leur personal branding ou l'image de marque ou même la notion de réussite professionnelle. Parce que aujourd'hui, on n'a pas vraiment le choix. Il faut être présent sur les réseaux sociaux. Tu es sur les réseaux sociaux avec ABC, moi. Et c'est difficile parce qu'il y a eu malheureusement une arrivée des réseaux sociaux un peu violente, en fait, en gros, on avait une transition technologique de 2000 à 2011, là, en 10-11 ans. Mais tout s'est transformé. Moi, je me rappelle encore. Mais je me rappelle encore des premiers téléphones portables. Bien sûr. Et 2011, arrivée d'Instagram, enfin, il y a une mutation, en fait, de Internet, voire même du Minitel. On est passé à des réseaux sociaux, des montages, mais pour prendre le train en marche, c'était compliqué. Il y a des gens qui avaient d'autres métiers. C'était pas leur zone de génie, tu vois, de faire ça. Et aujourd'hui, ils se rendent compte, je suis coach ou je suis thérapeute ou j'ai pas pris le train en marche et je me sens presque laissée pour compte sur le côté, quoi. Et c'est pas juste. Parce que d'autres qui, pour le coup, moi, j'avais fait des études de com. J'étais pas prédestinée au digital, mais comme on m'avait appris à faire des logos, à utiliser les logiciels, à faire des montages. Mais pour moi, c'était un jeu d'enfant, si tu veux. Donc, encore une fois, c'est pas juste.
Il y a plein de gens qui ont énormément de compétences, qui méritent d'être entendus, qui sont bien plus charismatiques que moi, tu vois, qui ont une éloquence incroyable, mais parce qu'ils sont pas très réseau, parce qu'ils sont peut-être pas à l'aise, parce que peut-être ils n'osent pas parler face caméra, peut-être qu'ils ne savent pas encore comment structurer l'idée. C'est un exercice. Mais bien sûr, bien sûr. Et ça mérite un accompagnement. Voilà. Et c'est ce que tu préconises évidemment, et c'est ce que vous verrez dans le live du mardi soir avec Alice, et quelques surprises également, parce qu'il y a une très belle offre qu'on vous propose justement pour vous accompagner. Et je voudrais dire une chose aussi, dans cet accompagnement, il y a des notions, aussi bien pour toi que pour nous, qui sont fondamentales quand on parle d'éthique. Il ne s'agit pas de vendre pour vendre. Ah bah non. Malheureusement, vendre pour vendre, déjà, ça nous rattrape. Pas très bien. Et puis... Parce que ça existe, hein. Ah bah, les formations pour Internet, il y en a, mon Dieu de nom de Zeus, il y en a à foison, hein. Bah non, mais ils ont compris que c'était un filon qui fonctionne. Bien sûr. Évidemment. Bien non, sûr. mais enfin, la formation de tout temps a toujours fonctionné puisque l'être humain est enseignable et il cherche à développer ses compétences en lien avec sa curiosité. Mais dans les métiers spécifiques, on va dire, surtout les gens qui nous regardent sur ABC, qui sont en lien avec justement l'éthique, le soin, l'énergétique, l'accompagnement, le coaching, on a une dualité qui est difficile à dompter parce qu'on est dans le rôle de l'aidant. Et donc souvent, d'ailleurs, on peut se perdre dans ce rôle de l'aidant et ne même pas, d'ailleurs, oser poser des prix, imposer des prix parce qu'on se dit, de toute façon, je suis un aidant, donc voilà. Et ça, il y a c'est presque une première notion erreur. de gratuité. Voilà, on se dit, première je ne peux erreur. pas me permettre de faire ça. Ouais. Alors que souvent, on dit à un aidant ou à un coach, au contraire, tu respectes encore plus ton patient si tu te respectes toi et que donc tu définis ta valeur et que tu comprends que ton expertise a un coût. Parce que toi aussi, tu dois payer des factures et toi aussi, tu as une réalité comme tout le monde. Hein. Nous sommes dans la même société, nous avons les mêmes impôts, nous payons le même URSSAF, nous avons le même TVA. Donc c'est normal qu'un coach, un aidant ou un soignant, il ait un coût parce qu'il a lui aussi pris son temps pour se former. Peut-être qu'il a des immobilisations et peut-être qu'il a payé des charges. Voilà. Et de l'autre côté, on a ce parallèle avec, malgré tout, je suis fatiguée, j'ai beaucoup travaillé, j'aimerais avoir de l'argent en automatique. T'as beaucoup de gens qui pensent comme ça. Et dans nos métiers aussi de l'aidant, on peut pas être dans le full automatique. Il y a de l'humain derrière. Donc, il faut avoir, en même temps, ce côté très humain, mais il faut accepter d'être payé. Et en même temps, être suffisamment rentable pour que ce soit pérenne dans le temps, sans perdre le côté éthique. Parce qu'on peut vite se perdre, notamment grâce au digital, parce que ça peut très vite grossir. On peut faire des gros sous. Les gens qui ont fait du dropshipping ou de la crypto-monnaie, ils sont devenus millionnaires du jour au lendemain. À quel moment on perd pied? Ou ils ont parfois tout perdu aussi. Hein. Oui, ils ont parfois tout perdu. Mais parfois, l'argent peut brûler les doigts. Quel est l'équilibre, en fait, entre je gagne ma vie, j'aide les autres, je suis dans le métier qui me correspond, je me mets en sécurité et je mets en sécurité mon patient, en fait, ou mon client. Voilà. Bon, en tout cas, on a enregistré l'émission, enfin, on a proposé l'émission, c'était mardi soir. Vous pouvez regarder ça en replay, vous aurez tous les conseils nécessaires et puis vous aurez les informations, toutes les surprises que vous propose Alice. On a refait un petit clin d'œil aussi sur l'ouvrage qui sort aux éditions Solar. Montre-leur l'intérieur comme il est joli. Ouais, c'est beau, exactement. C'est pas moi qui l'ai fait, regarde, il y a plein de... Voilà, c'est bien comme ça, bouge pas, on est bien comme ça, avec il y a plein de petites phases d'exercice où on peut effectivement, bien sûr... participer à ce que tu préconises et ce que préconisent ceux et celles qui t'ont accompagné dans l'écriture de cet ouvrage. C'est la classe. Hein. C'est une belle mise en page. Ouais. Là, j'ai été aidée. Là, pour le coup, je suis graphiste, mais là, pour la mise en page, alors tu vas te dire c'est fou. À part les dessins, c'est moi qui les ai faits. Mais pour la mise en page, j'avais besoin d'un regard extérieur. Tu vois, c'est bizarre. Hein. Juste un mot, quand quelqu'un écrit un bouquin comme ça, avec un parcours de vie aussi sinueux et parfois douloureux, quand tu accouche de ça, si tu me permets l'expression, le regard de ta famille sur la sortie du bouquin, c'est la classe? Je sais pas, j'ai pas encore vu leur regard, on verra. Je m'attends à une tempête. C'est vrai? Non, pas mes parents, parce que je les ai un peu épargnés dedans, mais de toute façon, je leur parle plus. Il y en a certains, je leur parle plus depuis longtemps, du côté de ma mère. Donc, vous verrez pourquoi dans le livre. Bah oui, bien sûr. Voilà. Mais ouais, c'est pas facile de se livrer comme ça. Et toi, t'en as pensé quoi de mon livre? Mais moi, toute transparence. Dans toute transparence, moi, je vais te dire, d'abord, ce genre de livre avec la possibilité de mettre en application ce que tu dis concrètement avec les exercices, je trouve que c'est une très bonne chose. Je suis fasciné par l'idée d'écrire un livre déjà à la base. C'est pour ça que je pose toujours la question et très souvent, je dis c'est la classe quand même.
Même si tu en vends 2, honnêtement, c'est la classe. Ah ouais? Et oui, c'est la classe. Je trouve que sortir un bouquin, d'abord parce qu'on connaît ton histoire, parce que tu laisses une trace quoi qu'il arrive. Bah oui. Et ça, c'est absolument... Ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. Mm. C'est un bel exutoire, je trouve. Mm. Et c'est aussi une belle preuve de courage. Parce qu'il faut y aller, quoi. Il faut oser écrire ça. Il faut oser écrire le fait que tu t'es sentie comme ça, que tu te sentais pas belle, que tu ne t'aimais pas, que tu as fait ces opérations, que ça a raté, que tu parles de l'opération chirurgicale, de chirurgie esthétique avec les seins, le nez, le machin, le truc. Non, mais tout ça, tu l'expliques, tu le dis. Ah oui, moi, je suis transparente. T'es cash là-dessus. Ah ouais. Donc, il faut oser le dire et le faire. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est quand même... ouais, je trouve que c'est... Il faut faire preuve de beaucoup d'humilité, de courage, de résilience aussi, parce que tu le dis. Et puis, il y a quand même un truc, moi, je me dis... Est-ce que tu es capable aujourd'hui de dire ce que tu écris, à savoir, tu dis, plus je me connais, plus je m'écoute, plus je retrouve la santé et plus je m'aime. Ouais, c'est vrai. Hein. Maintenant, tu le dis? Ah ben moi, là, surtout ces dernières années, là, très proches, où j'ai vraiment dit adieu, ça m'a mis longtemps, tu sais, j'ai mis 7 ans à me sortir de la boulimie. Hein. J'ai cru que j'en sortirais jamais des fois. Je me disais, ah ça y est, ça fait 2 mois que j'ai pas eu une crise et ça revenait, tu vois. Et je me disais, mais est-ce que j'aurais toute ma vie des TCA? Et j'en ai parlé avec beaucoup de filles qui avaient des troubles du comportement alimentaire. On se disait, mais est-ce que c'est à vie, en fait, on a une malédiction? Et là, quand j'ai vu que, en fait, je te donne un exemple tout bête, mais j'incriminais mon corps et je lui disais tout le temps, de toute façon, dès que tu vas remanger normalement, tu vas devenir obèse, tu seras malade. Mais pas du tout, en fait. J'ai remangé normalement, avec des quantités normales, mais ça a pris du temps, hein, c'est un processus très long. Donc, exemple là, puis après, j'ai commencé à aimer marcher. Avant, je voulais faire de la salle de sport, je voulais faire des trucs de fou, quoi. Mais là, j'ai juste marché, le simple fait de marcher, tout le matin, je me réveille, je dis, waouh, mais il est plein mon ventre. En fait, je pensais qu'il fallait faire des centaines d'abdos, être toujours dans le mettre en souffrance son corps. Ouais. Mais quand on écoute son corps et qu'on lui dit juste, je te fais confiance et je t'aime, eh ben, c'est incroyable ce qu'il peut nous rendre en retour. Mais ça a mis du temps. Et je pensais pas, moi je lui en voulais, je lui ai dit, mais t'as vu comme t'es moche. Et pendant longtemps, je me suis méprisée. Donc oui, j'aime bien de temps en temps lui dire, je t'aime ou je m'aime. Surtout à mon corps, parce que mon corps, il en a pris plein la tronche. Alors que quand même, il me permet de respirer, de rire, d'aimer, de manger, de sentir, de porter mon chien. Non mais c'est incroyable, tout ce qu'il me permet de faire. Surtout porter mon chien, qui est une prouesse olympique. 1,7 kg. Elle est cool, elle est cool. Voilà, non mais vraiment, c'est faut le dire qu'on s'aime. Voilà, c'est important. Édition Solar, solide, avec Alice Catellino, Alice Cat Designer, et on aura l'occasion évidemment d'abord de suivre ces émissions sur ABC Talk. Ça s'appelle le Women ABC Talk, bien sûr. Vous avez toute la playlist à votre disposition, vous avez l'ouvrage et vous avez le live à regarder si vous avez besoin de cet accompagnement digital pour se mettre en avant, qui est juste un truc absolument incontournable. À mon sens, si vous avez une expertise et que vous voulez la valoriser en la montrant à ceux et celles qui seraient susceptibles d'avoir besoin de vos services. All right? All right. Merci beaucoup, Alice. Vous commentez, vous partagez toujours avec bienveillance. Bisous, ma chérie de Doudou. Bisous. Tu dis waf waf Marc. Waf waf Marc. Bisous. Merci à tous et on se retrouve très très vite pour une prochaine rencontre. Salut.